l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Marie Castelli. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la secrétaire générale de l'AVER France, qui se trouve être l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Laure d'Autriche le disait très bien dans le journal tout à l'heure. La mairie de Paris voudrait qu'en 2030, il n'y ait plus de voitures thermiques, donc que ce soit diesel ou essence. Cependant, ce ne sont pas des interdictions. On est encore au stade de la réflexion. Alors oui, ce qu'on a compris des mesures de la mairie de Paris, c'est bien que c'est l'objectif en fait d'interdire l'accès au diesel en 2024 et à l'essence en 2030, mais que c'est aujourd'hui un objectif et pas une certitude quant à la faisabilité d'un tel résultat. Est-ce que selon vous, qui dialoguez souvent avec la mairie de Paris, avec Christophe Najdovski, avec toutes ces personnes qui s'occupent de la mobilité et peut-être au passage de cette révolution électrique concernant les automobiles, est-ce que vous pensez que cette deadline de 2030, pour l'instant, pourrait devenir une obligation ? Alors, je n'ai pas discuté avec eux de leurs objectifs d'en faire une obligation ou pas. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est de la faisabilité ou pas d'une telle interdiction. Imaginez qu'il n'y ait que des voitures électrifiées, donc du 100% électrique, mais peut-être aussi de l'hybride rechargeable qui circulent dans Paris en 2030. C'est faisable, mais avec des conditions très précises et la mise en œuvre de politiques publiques à la fois nationales et locales très ambitieuses. On va en parler avec vous, Marie Castelli. D'abord, peut-être regarder cette couverture. On n'est pas à la télévision, donc je vous la montre quand même pour vous et pour les auditeurs. C'est l'Autojournal qui paraît ce jeudi en kiosque. Alors certes, on a le futur de Renault avec les modèles qu'on imagine électriques et autonomes dans quelques années. Mais l'essai, c'est celui de la Peugeot 308 Blue HDI 130 avec cette question: le meilleur diesel du monde. Le quotidien, il est là. On nous vend encore des voitures diesel. Comment est-ce que vous voulez que les gens, avec ce genre de couverture, et pourtant c'est un journal spécialisé, comment est-ce que vous voulez que les gens s'y retrouvent ? La question en fait de l'offre que vous citez, c'est quelque chose de très important et c'est le plus fondamental. Aujourd'hui, vous avez à peu près une trentaine de modèles de voitures électriques qui sont disponibles. C'est bien, c'est beaucoup plus et de manière impressionnante qu'il y a 4 ou 5 ans par exemple. Mais il y a encore en effet des efforts à faire pour étoffer cette offre et surtout qu'on puisse trouver une variété de véhicules dans chacun des segments qui peuvent correspondre aux besoins des Français. Mais justement, pour en revenir à ce dont on parlait pour 2030, on sait que ça sera le cas. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites par les constructeurs auto, que ce soit les Français mais aussi les étrangers, sur les sorties à prévoir d'ici à 2025, nous permettent de savoir qu'en 2030, il y aura tout type de véhicules électriques pour correspondre à tous les besoins. Parce que moi, par exemple, si j'achète l'Autojournal qu'on vient d'évoquer, je l'achète, moi, cette 308 diesel, on est en 2017. En 2024, c'est-à-dire dans 7 ans, je n'ai plus le droit de l'utiliser à Paris. Qu'est-ce que j'en fais de ma 308 diesel toute neuve que j'ai vue dans l'Autojournal en 2017 ? Vous posez une très bonne question et d'ailleurs ça a un impact sur le marché du diesel. On voit qu'il baisse, il commence à baisser progressivement. Et la question de savoir à qui on va le revendre et comment on va le revendre avec toutes les interdictions qui sont à annoncer, c'est une vraie question. Ouais, mais est-ce qu'on a les réponses ? Parce que le fait que ce soit une très bonne question, et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est fine, mais est-ce qu'on a des réponses ? Est-ce qu'on a des débuts de réponse à l'AVER, par exemple ? Alors à l'AVER, on n'est pas sur ce sujet-là. Vous devriez peut-être. Donc on n'a pas de réponse précise, mais je vous dirais que vous le revendrez en dehors de Paris ou potentiellement à l'étranger. Le problème en général, et c'est ce que tout le monde dit pour le véhicule électrique, ce sont les infrastructures. Quand on regarde un pays comme la Norvège, qui a vraiment mis énormément d'argent, et il y a eu des politiques publiques qui accompagnaient non seulement les automobilistes, mais tout le monde sur l'électrique. Aujourd'hui, en France, les infrastructures, c'est quoi ? Il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge, il n'y a pas suffisamment de... vous me regardez avec des grands yeux, mais Laure d'Autriche le disait dans le sujet. Aujourd'hui, à Paris, il y a 0,4% de voitures électriques. C'est pas dû en fait à l'absence de bornes de recharge. Par contre, vous citez un point important, et il faudra y revenir après par rapport aux politiques publiques importantes dont je parlais pour atteindre les objectifs. C'est sûr qu'elles concernent les bornes de recharge. Par contre, je ne peux pas trop vous laisser dire qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge, puisqu'aujourd'hui on a un des meilleurs taux d'équipement d'Europe. Par contre, il faut vraiment se dire une chose, c'est que quand on passe à la mobilité électrique, psychologiquement c'est un effort très fort. La mobilité et le fait de pouvoir aller très loin et autant qu'on veut avec cette voiture, elle est associée au sentiment de liberté dans les tripes des gens. Donc les gens qui passent
passent à la mobilité électrique, c'est des gens qui ont fait une réflexion, une rationalisation de leurs besoins de mobilité, de quelque chose qui vient des tripes. Donc forcément, c'est quelque chose qui prend du temps. On est dans de la conduite du changement. Vous n'allez pas avoir du jour au lendemain la totalité des gens qui vont passer à l'électrique. Ça, on en est bien conscient. Et les rythmes aujourd'hui... À cause de ce sentiment de liberté qui est bafoué un peu par l'électrique, parce qu'on ne peut pas aller suffisamment loin, qu'on n'est pas sûr de trouver en pleine Creuse une borne de recharge, alors qu'on peut faire son plein d'essence partout en France. Il y a clairement, oui, une peur qui est liée aux véhicules électriques qui existe aujourd'hui encore en France. Après, il y a les véhicules type la nouvelle Zoé avec des plus grosses autonomies de 300 km qui commencent à arriver. Donc ça va être le cas de moins en moins. Mais c'est vrai que même si les gens n'en ont pas besoin, les Français ils font 34 km par jour en moyenne et il y a plus de 95% des déplacements qui font moins de 100 km. Donc au final, si on réfléchit vraiment à ces usages, il y a plein de gens pour qui l'électrique s'est adapté, mais c'est vrai que ça fait encore peur. Et là, vous avez raison, la question des infrastructures de recharge, mais dont le réseau est très dense en France par rapport au reste de l'Europe et notamment à la Norvège, est une vraie question. Et pour revenir aux ambitions de la mairie de Paris, on ne sait pas si ça serait une interdiction ou pas, mais en tout cas c'est une ambition, il va falloir être très pushy sur cette question-là, parce que plus il y aura de véhicules électriques, plus par contre il va y avoir un besoin en infrastructure de recharge, et pas forcément celle qu'on pense au premier abord, c'est-à-dire sur l'autoroute ou ce genre de choses, mais les infras du quotidien pour que les gens puissent se charger pour leur mobilité du quotidien. C'est-à-dire que toutes les places de parking ou les places de stationnement qu'on connaît aujourd'hui, peut-être dans la rue, se seront remplacées par... à l'époque d'ailleurs, quand moi j'étais enfant, il y avait un parc-mètre par place. Peut-être que maintenant il y aura une borne par place de voiture. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit le cas pour que tout le monde puisse équiper. C'est d'ailleurs, vous citez la Norvège, quasiment le cas à Oslo. Il y a des bornes de recharge partout dans la rue. Mais c'est pas la seule question. Et il y a une question qui est très importante, notamment pour une ville comme Paris. C'est celle aussi d'être capable de s'équiper quand on vit en copropriété sur sa place de parking ou sur la place de parking qu'on loue à quelqu'un, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font ça à Paris aussi. Même si les constructeurs maintenant parfois s'occupent de régler ce problème lorsque vous achetez une voiture électrique, souvent ils démarchent quelqu'un pour essayer de négocier dans votre copropriété, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. L'autre question que j'avais, on va y revenir si vous voulez à la copropriété dans un instant, mais l'autre question que j'avais, c'est quand on parle de toutes ces bornes de recharge, il faut évidemment de l'électricité. Est-ce que il y a suffisamment d'électricité? Est-ce qu'on a suffisamment de stock d'électricité? Du jour au lendemain, on va passer des voitures essence, des voitures diesel à des voitures totalement électriques. Est-ce qu'il y a suffisamment de courant ou est-ce que la France, on va péter les disjoncteurs? Déjà, vous utilisez le terme du jour au lendemain, et ce que je vous expliquais avant, c'est que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc c'est des choses qui sont progressives et il ne faut pas stresser par rapport à cette question de la production électrique. Il faut se dire qu'une voiture électrique, en fait, ça consomme à peu près comme un chauffe-eau. Donc c'est pas tant la consommation... Ça ne me dit rien non plus. Non, mais il y en a des millions de chauffe-eau dans la France et c'est pas un problème. Par contre, sur le chauffe-eau, si vous vous rappelez, il y a une époque où il y a une grande campagne de communication qui venait du gouvernement pour que vous fassiez de l'air plein, air creuse. Pourquoi? Parce que la question, en fait, c'est d'étaler la consommation de ces voitures. Pour que tout le monde ne se branche pas au même temps. Exactement. Ça pourrait poser un problème si tout le monde faisait 5, 4, 3, 2, 1, 19 heures, 11 branches. Là, oui, il y aurait un souci. Mais par contre, si on fait de la recharge intelligente, et aujourd'hui les bornes le permettent, vous allez être capable d'étaler la recharge dans le temps et de ne pas avoir d'impact négatif sur la production d'électricité. Comment est-ce qu'on fait, Marie Castelli, comment est-ce qu'on fait socialement? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ont des petits moyens, qui sont obligés de venir travailler en voiture, souvent des voitures bon marché, ils n'ont pas la possibilité de les changer. Certes, il y a un bonus aujourd'hui de 6 000 € sur une voiture électrique, mais quand on a une voiture qui coûte 1 500 €, comment on fait? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un vrai problème et nous ça fait partie de nos combats à l'AVER, c'est l'accompagnement aussi des ménages et des professionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui auront une mobilité qui ne pourra jamais disparaître, c'est aussi les professionnels dans la conversion de leur voiture, et notamment les gens qui sont modestes. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que progressivement il y a un marché de l'occasion électrique qui arrive. C'était pas le cas au départ, puisque quand une nouvelle technologie arrive, au début il n'y a que des voitures neuves, donc il n'y a pas de marché
non voitures neuves. Aujourd'hui, il commence à arriver, donc ça va progressivement se diffuser dans la population. Mais pour nous, il y a aussi une responsabilité nationale, et c'est le cas dans la prime à la conversion, mais aussi locale si la mairie de Paris veut être ambitieuse, à donner aux gens des aides à l'acquisition pour leur permettre de passer à l'électrique. Merci beaucoup Marie Castelli de vos explications, secrétaire générale de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Vous restez avec nous, il est 22h23. Dans un instant, Claire Lemaître arrive avec son bulletin boursier.